Donc, je vous propose de débuter. Donc, alors, je vous souhaite à toutes et à tous en fait la bienvenue en fait à notre webinaire en fait sur l'initiative OpenLLM France. Donc, sans plus attendre, je vais présenter en fait les personnes qui vont intervenir en fait à mes côtés que vous voyez normalement en haut de l'écran. Donc, vous avez Bastien Mas qui est le délégué général en fait de ClassCode. Bastien, peut-être dire quelques mots sur toi. Oui, délégué général de ClassCode et du coup également toujours associé à la chaire UNESCO RELIA pour ressources éducatives libres et intelligence artificielle à Nantes Université. Et je vous ai fait une petite slide rapide sur ClassCode tout à l'heure. Et par ailleurs, donc, on sera accompagné d'Olivier Gouvert, donc de l'Inagora. Je te laisse aussi te présenter, si tu veux bien, Olivier. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis Olivier, ingénieur de recherche à l'Inagora et je suis dans l'équipe qui travaille sur l'entraînement de Lucie. Donc j'aurai le plaisir de vous présenter cette partie. Voilà, et donc pour ma part, donc je suis Michel-Marie Maudet, donc certains d'entre vous me connaissent certainement, donc je suis le directeur général en fait d'un éditeur de logiciels open source qui s'appelle l'Inagora. Mais ce soir, en fait, j'interviens surtout comme au nom de l'initiative en fait OpenLLM France qu'on a créée il y a à peu près maintenant un peu plus d'un an puisque c'était à l'été 2023. Et donc l'objectif de ce soir, donc vous l'avez vu en fait sur l'agenda, c'est de vous faire à la fois vous rappeler un petit peu dans un premier temps quelles sont les ambitions de notre initiative en fait OpenLLM France. Et ensuite, effectivement, donc Bastien lui fera le focus plus sur le cas d'usage en fait qui est lié au EdTech, à l'éducation, et on rentrera un peu plus en détail en fait dans le cadre des présentations. Et puis après, il y aura un temps vraiment associé, puisque quand même l'ambition générale en fait de notre consortium et de notre association, c'est en fait de développer des communs numériques dans le domaine de l'IA générative. Et effectivement, depuis maintenant un peu plus d'un an, en fait, on a lancé l'entraînement d'un modèle. Et donc, ce qu'on voulait ce soir, c'est aussi vous présenter un petit peu ce qu'il y a derrière en fait ce pré-entraînement. Et donc, on a demandé à Olivier, qui est vraiment un des acteurs très actifs aujourd'hui sur l'entraînement, de partager un petit peu à la fois quelques éléments technologiques et techniques sur le modèle, et puis aussi vous présenter les derniers résultats qu'on obtient aujourd'hui, qui ne sont pas définitifs, puisque sans dévoiler tout, le modèle dont on parle ce soir est toujours en cours d'entraînement. Donc, mais on va vous donner un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui et quelles sont en fait les prochaines étapes. Donc, je réponds à Adrien. Donc, effectivement, Adrien, et je le dis pour tout le monde, donc tout est enregistré. Donc, et on a prévu effectivement de faire un replay qui sera diffusé très certainement avant la fin de la semaine, ainsi accompagné avec les slides qui vous sont présentés ce soir. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de débuter. Donc, quelques mots en fait sur qui on est et pourquoi en fait on est là ce soir. Donc, première chose, quand on parle de LLM, OpenLLM France et OpenLLM Europe, ça définit avant toute chose en fait une communauté. Donc, c'est une communauté au sens du logiciel libre, donc une communauté ouverte d'acteurs en fait qui viennent du privé, du public, qui se sont réunis suite à la publication que j'avais faite en juin 2023 d'un manifeste sur Internet qui expliquait que globalement, ceux qui s'intéressaient à l'IA générative et à la création de communs numériques dans le domaine de l'IA générative, avec un focus sur la France et sur l'Europe, vous étiez les bienvenus en fait à nous rejoindre en fait sur le serveur Discord de la communauté. Donc, je ne l'ai pas remis sur cette slide-là, mais globalement, la communauté en fait, a un site web donc, qui est openllm-france.fr. Et en fait, vous le verrez à la fin de la présentation, on vous l'a remis, mais donc il y a un QR code qui vous permettra de vous onboarder aussi sur notre serveur Discord, qui est finalement le lieu de rencontre de ces personnes. Et donc, au moment où je vous parle, en fait, ça réunit plus de 800 personnes. Et ces 800 personnes, en fait, sont, comme c'est indiqué sur la planche, on a mis quelques logos, bien sûr, ce n'est pas exhaustif, mais à la fois issus de la recherche académique et scientifique, et puis issus des startups ou des sociétés qui suivent en fait nos travaux. Mais globalement, l'idée en fait de cette communauté,
c'était de réunir en fait tous les acteurs francophones autour de l'IA générative. Et en fait, on vous expliquera que c'est un véritable avantage dans la démarche dans laquelle nous sommes en fait actuellement. Donc, après avoir créé la communauté, à l'été, pareil, 2023, donc l'État français a lancé un appel à projet qui s'appelait bien commun numérique pour la GenAI. Donc, c'était un appel, en fait, je crois que le nom exact, c'est commun numérique dans le domaine de l'IA générative, qui appelait à la constitution de consortiums publics-privés pour répondre en fait à cet appel à projet dont l'objectif était de créer des modèles de langage souverains, plus indépendants en fait effectivement des acteurs en fait en place, et de créer en fait des alternatives universelles, open source, et avec un cas d'usage particulier qui s'intéresse en fait au monde de l'éducation. Et c'est pour ça qu'effectivement, parmi les acteurs clés de cette démarche, il y a ClassCode en fait qui a été notre premier point d'ancrage en fait effectivement avec le monde EdTech et éducation. Et bien entendu, dans le cadre des travaux qu'on a déjà initiés, maintenant on est rentré en contact avec le ministère, avec la DNE, certaines DRAN, certaines académies qui ont déjà des initiatives, et on le sait, et ça sera un des objectifs aussi de ce soir, c'est un peu de regrouper et de fédérer de façon en fait à effectivement profiter aussi d'expertise en fait des sachants, puisque en fait on a un cas d'usage sur lequel reviendra Bastien tout à l'heure en fait autour de l'éducation. Mais notre ambition, et c'était ce que nous a demandé en fait le gouvernement, en fait dans le cadre de l'appel à projet, c'est d'abord d'entraîner en fait un modèle de langage, donc un fameux LLM, donc ces fameuses IA en fait génératives. Donc certains d'entre vous, bien sûr, connaissent ChatGPT, Anthropic avec Claude. Donc ça, c'est les modèles plutôt fermés. Des modèles, en fait, ce qu'on appelle plutôt open weight, et on y reviendra tout à l'heure, des modèles comme Falcon, comme Mistral, comme Llama, que vous avez peut-être, que vous connaissez ou que vous avez déjà dès à présent en fait utilisé. Donc nous, ce qu'on fait en fait, et on pourra revenir en fait peut-être si vous voulez en savoir plus, mais c'est un modèle qu'on appelle réellement open source. Donc la caractéristique, c'est que en plus du modèle qu'on va mettre à disposition sur le marché sous la forme d'un bien commun, donc d'un commun numérique qui sera libre, c'est que les données en fait, les données qui ont servi à l'entraînement de Lucie seront elles-mêmes publiées sous licence ouverte, sous licence libre. Donc ça sera en fait de la Creative Commons donc non commerciale. Donc pour un certain nombre de raisons, on pourra y revenir. Mais par contre, le modèle, lui, sera complètement open source, licence Apache V2, et donc avec sans restriction d'usage. Donc ça permettra à chacun en fait de l'utiliser comme vous le souhaitez, librement et gratuitement, pour ceux qui ont la capacité, bien sûr, à l'intégrer sur les infrastructures. Voilà. Donc l'objectif, c'est de développer un modèle de langage. Donc je laisserai Olivier revenir en fait vous expliquer sur quelles données on a entraîné, quel mix en fait on a. Mais ce qu'on cherche à faire, c'est un modèle en fait qui est sobre, compact, pour effectivement qu'on puisse l'utiliser en fait assez simplement, sans dépendre en fait des grandes infrastructures dont nous ne maîtrisons pas, et de créer en fait cette diversité dont on a besoin, et puis de répondre tout simplement aussi dans le monde de l'éducation. On connaît en fait les contraintes budgétaires aussi en fait de ce ministère. Et donc, globalement, en fabriquant des technologies plus légères, plus faciles en fait à opérer, forcément, ça donne en fait beaucoup plus de cas de possibilités d'utilisation dans les solutions. Voilà. Donc, un modèle open source, sobre, compact. Et en fait, ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'opérationnaliser finalement l'IA Act, puisque l'IA Act, en fait, on a une réglementation qui nous a donné en fait un certain nombre de cadres d'utilisation, et globalement, on essaie d'apporter un modèle, puisque en fait les modèles qu'on pratique en fait aujourd'hui, ils auraient bien du mal en fait à répondre à toutes les exigences de l'IA Act. Donc en fait, ce qu'on veut faire aussi avec Lucie, c'est d'apporter une réponse très opérationnelle à l'IA Act. Voilà. Donc modèle réellement open source, j'en ai parlé, je vais passer, mais donc pour nous c'est important, hein, il y a 3 conditions, c'est que donc Lucie, hein, c'est son modèle, donc le nom du modèle qu'on est en train de développer, il s'appelle Lucie. Donc, ça sera une licence Apache V2 en fait sans restriction. Donc, c'est-à-dire que voilà, donc on pourra faire une utilisation commerciale sans limitation.
Je vais vous montrer en fait à la fin aussi globalement tout ce qu'on va publier. Donc au-delà du modèle, comme vous pouvez le faire en fait avec certains autres modèles téléchargés depuis la plateforme Hugging Face, vous aurez la possibilité de télécharger à la fois les datasets et toute la logique de code qui sont les fondamentaux et le sous-bassement en fait du modèle. Et par ailleurs, voilà donc le troisième point qui est pour nous en fait extrêmement important, c'est que les données d'entraînement qui ont été utilisées pour entraîner Lucie soient publiées et disponibles sous licence libre. Donc encore une fois, comme je disais tout à l'heure, une Creative Commons, mais non commerciale, de façon à ce qu'effectivement on protège quand même ces datasets. Voilà. Pour vous donner sans trop divulguer les chiffres, mais on est sur 3000 milliards de tokens, donc on est sur des très grandes volumétries qu'on va mettre à disposition dans le cadre de cette démarche. Voilà ce que je pouvais dire en introduction. On reviendra peut-être si vous avez plus besoin de détails, et je vais laisser en fait la parole à Bastien pour la présentation de ClassCode et pourquoi en fait aujourd'hui il nous semble important d'avoir un modèle open source pour répondre aux problématiques des tech et du monde de l'éducation. Ouais, merci. Je vous fais vraiment une slide rapide sur ClassCode, juste pour vous expliquer un peu ce qu'on fait là. Donc ClassCode, c'était un PIA, plan d'investissement à venir, de 2015, et la mission qu'on nous avait donnée, c'était de réaliser des contenus, donc des ressources éducatives libres à destination des enseignants pour l'apprentissage du code, de la pensée informatique et de la culture numérique. Donc ClassCode, c'est aujourd'hui devenu une association collégiale, puisqu'on a fini ce PIA, et on avait constitué un consortium d'acteurs intéressants et assez précieux, puisque l'objectif, c'était de réunir autour de la table des personnes qui viennent de la recherche, des universités, des institutions comme l'INRIA, des fédérations d'éducation populaire, des EdTech et des associations qui faisaient de la médiation scientifique ou de la formation, et de mettre tous ces gens-là autour de la table pour produire des ressources de haute qualité, exigeantes scientifiquement, à mettre à disposition auprès des enseignants, des éducateurs, des animateurs périscolaires, donc sur ces thématiques. Donc aujourd'hui, on est à plus de 7 books qui sont toujours disponibles, tous en licence Creative Commons et entièrement accessibles et gratuits sur le site de ClassCode ou via la plateforme Funbook. Et donc, on avait produit en 2020 un MOOC sur l'intelligence artificielle, un peu en anticipation, en tout cas, de la vague, surtout des IA génératives, qui a beaucoup questionné le secteur de l'éducation. Et on était aussi en lien avec d'autres projets qui traitaient de cette question-là, donc un projet européen qui s'appelle AI40, qui nous a amené à réfléchir à la question de l'impact des IA génératives en éducation avec 5 autres pays. Et donc on avait une petite expérience déjà entre former les enseignants, voir ce qu'on pouvait faire avec dans les académies, les outils que les enseignants utilisaient, les outils auxquels avaient accès les élèves, et d'essayer d'un peu d'observer cette transformation des apprentissages et du coup de l'enseignement. Et du coup, on avait besoin, c'est un peu la conclusion, de solutions adaptées à pouvoir faire, nous, notre travail, qui est finalement de la formation, produire des contenus et mettre à disposition des outils pour tester, comprendre, explorer. Et c'est ça qui nous faisait le plus défaut jusqu'à présent. Donc on l'a un peu, on est toujours d'ailleurs en train d'explorer ces solutions, notamment avec le GTNUM Génial. Donc les GTNUM, si vous ne connaissez pas, c'est des groupes de travail thématiques qui sont choisis par la Direction numérique pour l'éducation. Donc celui-ci a une durée de 3 ans et porte sur l'impact des grands modèles de langage sur l'éducation. Et donc on a 3 académies partenaires, Versailles, Nantes et Marseille-Aix, 2 EdTech, Vita Science et la Lilo, Canopé National, l'IMSIC en laboratoire, et c'est porté par Nantes Université. Et l'objectif qu'on a avec ce groupe de travail, c'est de faire remonter les cas d'usage. Donc voir ce que les enseignants font avec ces outils d'IA générative, voir ce que les élèves font avec ces outils également, les questions que ça pose en termes d'évaluation, d'accès, de protection des données, de transformation, on va dire, de l'approche pédagogique.
Et donc, on a une série de webinaires et l'objectif, c'est de produire un livre blanc à destination de la DNE, mais qui sera pareil en contenu ouvert. Donc, tout ce qu'on produit en termes de, on va dire, d'articles scientifiques ou de remontées de terrain sera mis à disposition au fur et à mesure sur ce GTNUM. Donc, c'était une des conclusions qu'on avait, c'était la difficulté d'avoir des outils opérationnels pour former. En gros, on avait 2 champs séparés qui étaient les enseignants qui testaient ce qu'ils pouvaient de leur côté, les élèves également, et pas d'outils qui nous permettaient d'utiliser l'IA générative en classe, dans des établissements scolaires, pour faire de la formation, pour faire explorer les capacités et les limites de ces outils. Et ça, c'est problématique parce que du coup, on se retrouve à accompagner les enseignants et à avoir vraiment une frontière dans ce qu'on peut faire en classe. Donc, à part juste parler des limites, des biais, des dangers, etc., ce qu'il faut faire par ailleurs. Mais il y a de réels enjeux dans la transformation pédagogique qu'on aimerait explorer. Et pour ça, on a besoin d'outils accessibles et compatibles. Donc aujourd'hui, les limites qu'on voit, c'est faire le tri dans tous ces outils, des outils qui puissent être souverains, qui puissent garantir la protection des données des utilisateurs, notamment des élèves, des outils stables aussi, donc qui permettent, qui changent pas de statut tout le temps entre le gratuit, le payant, le limité ou le non limité. Là, j'avais remis la très belle initiative de Bertrand Formé sur une IA par jour, qui est un site web qui répertorie aujourd'hui plus de 600 IA pour l'éducation. Mais la difficulté, c'est pas de trouver une IA par jour, c'est de trouver une IA par jour fonctionnelle dans un établissement scolaire qui puisse être réellement utile et qui ait, on va dire, même la documentation qui nous permette de l'exploiter. Ça, c'est un peu le contexte dans lequel on est et qui est un peu compliqué pour tout le monde. C'est la pléthore d'outils commerciaux, mais du coup qui peuvent être limités en accès, des solutions payantes et qui ne sont pas toujours compatibles avec les exigences de protection des données dans les établissements scolaires. Les solutions ouvertes qui sont extrêmement nombreuses également, puissantes, sans doute plus innovantes aussi. La plupart des innovations, c'est là qu'elles se trouvent et c'est ça aussi qu'on a envie de mettre en avant, des modèles entraînés pour des tâches spécifiques, des modèles entraînés pour corriger certains biais ou être spécialisés sur des tâches ou des disciplines particulières. Donc je pourrais donner quelques exemples tout à l'heure, mais c'est vraiment ça qu'on a envie de montrer aussi et de mettre en avant. Il y a plus de 900 000 modèles aujourd'hui sur Hugging Face, et on a envie de valoriser ça, de le rendre accessible, et pour l'instant, c'est limité avec les enjeux techniques de maîtriser le fonctionnement de ces modèles-là, de pouvoir les intégrer, les limites matérielles aussi, parce que du coup, il y a des contraintes pour faire tourner ces modèles-là, pour les utiliser, les exploiter, les réentraîner, ou les mettre à disposition. Et de l'autre côté, les tech qui font ce travail-là finalement d'adaptation, qui créent des solutions qui sont designées pour l'éducation, déjà, contrairement aux outils commerciaux, qui répondent à ces exigences, qui font cet effort de médiation et d'intégration pour fournir des services pertinents et qui intègrent ces nouvelles technologies, mais qui peuvent souffrir de la même difficulté, c'est-à-dire qu'elles vont reposer souvent sur des systèmes propriétaires aussi, et le choix se font entre passer par OpenAI, utiliser Mistral, ou entraîner un modèle en local qui a des coûts aussi et qui a un autre engagement, et qui pourrait sans doute être intéressé à avoir un modèle performant qui soit souverain, qui soit entièrement ouvert, qui puisse se l'approprier, qu'ils aient accès aux données partagées, qui puissent contribuer aussi à apporter eux-mêmes de l'information ou de la data à ce common corpus. Et c'est pour ça qu'on a envie de travailler avec eux et de pouvoir faciliter l'intégration du modèle Lucie dans leurs écosystèmes. Ça, je vous mets juste ces 2 petites slides-là, c'est ce qu'on avait proposé du coup quand on a fait le projet à BPI France, et encore une fois, on avait plusieurs cas d'usage, et c'est l'éducation qu'ils ont retenu, ce qui prouve que c'était pas forcément des choses qui avaient été déposées par les autres grands opérateurs qui avaient répondu à cet appel d'offres, que c'était quelque chose d'important, et que ça concerne, que c'est les besoins sont communs. Et c'est aussi pour ça qu'on parle de commun numérique, c'est sans doute qu'on peut plus facilement y arriver si on se partage aussi si on partage les besoins, on peut sans doute partager les ressources. Donc ça concerne, et là c'est l'objectif premier, les tech qui ont besoin de solutions alternatives
pour faire appel à des API dans leur système. C'est un enjeu pour les chercheurs aussi, ou les doctorants, ou n'importe quelle université qui a des questions du point de vue de ses élèves, qui voient des outils extrêmement puissants pour la recherche, mais qui se posent encore des questions sur leur droit d'utilisation. Est-ce qu'on peut utiliser ChatGPT pour faire mon mémoire? Est-ce que je peux mettre des données faire des corpus ou de l'entraînement, ou rechercher, ou faire de la mise en relation dans des papiers scientifiques sans que ça me pose problème? Et donc ça, c'est des architectures qui, pour l'instant, ils n'ont pas. Donc on peut soit tout mettre sur les services commerciaux, mais on a envie d'outils plus restreints, plus spécialisés, plus sécurisés, notamment pour faire du RAG, c'est-à-dire soumettre des documents de référence. Et ça, c'est un peu la bonne manière d'utiliser de l'IA générative en éducation. C'est avec des références qu'on apporte, du savoir garanti, qu'on peut tracer, qu'on peut interroger, qui va limiter, même si il tend pas vers zéro les hallucinations, mais ça garantit une meilleure qualité et de permettre d'utiliser un modèle qui serait plus ciblé et plus performant à pouvoir traiter des documents issus de la recherche ou dédiés à l'éducation et de pouvoir les explorer. Et les deux autres champs on va dire publics qui nous restent, ce sont les apprenants, les élèves, qui pour l'instant sont pareils, soumis à souvent des solutions commerciales, des fois pas du tout designées pour l'éducation, comme les élèves, c'est même pas ChatGPT, ça c'est déjà des choses qu'ils ont entendues à l'école, c'est plutôt le chatbot de Snapchat, et c'est pas des outils qui sont faits pour travailler ou comprendre comment ça fonctionne derrière. Et on veut vraiment donner des outils pédagogiques. Donc c'est pour ça que VitaScience aussi fait partie des tech partenaires du projet, c'est qu'ils ont mis à disposition des outils de médiation sur les IA génératives et qu'on pourra mettre le modèle à disposition publiquement pour que il puisse être testé sans login, sans mot de passe, dans un environnement plus protégé, notamment pour faire de l'exploration pour les élèves et comparer des modèles entre eux. Et notre cible dernière, c'est forcément les enseignants. Pareil, ils ont des exigences particulières. Donc un peu les mêmes que toutes celles que j'ai citées, effectivement, mais de leur donner des outils aussi qui permettent de monter réellement en compétences. Pas juste apprendre à faire du prompting et essayer de faire des cours ou de générer du contenu sur des bases d'URL, vraiment rendre leur savoir-faire, leur contenu, les sources qu'ils ont déjà à disposition au cœur de leur travail et de les exploiter sans risquer juste de les perdre ou de les donner ou qu'elles disparaissent. Donc de garantir une protection et que quand on soumet son cours, sa vidéo, son travail qu'on a créé, on a juste un outil qui nous permette de l'exploiter au mieux en fonction de ses propres critères, avec une maîtrise. Ça nécessite un peu plus de formation et d'accompagnement, mais ça garantit aussi le fait que on reste maître de ce qu'on produit et on a réellement un outil à disposition et pas juste une boîte magique dans laquelle on met des éléments et qui ressortent modifiés de l'autre côté. C'est vraiment ce dont on a besoin pour aller plus loin dans la formation des enseignants sur les IA génératives. Et je repasse la main à Olivier, du coup. Alors, je te vois plus dans la liste. Ouais. Je dois pouvoir faire ça. Donnez-moi juste une seconde, Olivier, je te mets comme présentateur. Voilà, normalement, tu devrais avoir la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, donc la caméra se règle, elle est un peu changeante. Donc oui, je vais vous présenter les dessous de l'entraînement de Lucie, que ce soit les données, l'architecture, toute la recette qu'on utilise pour entraîner un LLM. Ok, donc l'entraînement de Lucie a commencé fin du mois d'août, après des longs mois de préparation pour les données. Et on entraîne ce modèle sur le cluster mis à disposition par le CNRS Jean Zé, et auquel on a à disposition des machines H100. Vous avez ici des liens pour rejoindre des différentes communautés. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu la pipeline qu'on utilise pour entraîner un modèle comme Lucie. Donc, ça se fait en plusieurs phases. La première phase, c'est la phase dite de pré-entraînement. Donc, c'est celle qui est la plus coûteuse. C'est-à-dire qu'on utilise
dans notre cas, 3 trillions de tokens. Donc, trillions en anglais, version anglaise, donc c'est du 10 puissance 12 tokens. Cette phase, c'est la plus longue, c'est celle qui dure depuis fin août et qui devrait finir prochainement. Et ce qui permet au modèle d'acquérir une connaissance du monde. Donc c'est là où le modèle va pouvoir stocker des informations sur le monde, que ce soit des informations factuelles, qui va aussi apprendre à comprendre le langage, etc. Donc pendant cette phase-là, c'est le type de loss qu'on utilise, donc d'un point de vue technique, c'est ce qu'on appelle du Next Token Prediction. Donc c'est pour le modèle, son but dans cette phase-là, ça va être juste d'apprendre à prédire le prochain token. Et c'est tout. Ensuite, cette phase de pré-entraînement se termine par deux petits bonus. Un annealing, où on va essayer de voir des données de meilleure qualité, donc je rentrerai dans les détails plus tard, et une phase d'extension de contexte qui permet d'élargir la fenêtre de contexte du modèle. La deuxième phase d'entraînement, c'est la phase d'alignement. Donc, le modèle pré-entraîné, c'est un modèle un peu brut. Il n'est pas fait pour vraiment discuter avec lui, etc. Et il faut une deuxième phase pour un peu le formater et répondre aux exigences humaines. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez ChatGPT, vous interagissez avec un modèle qui est instruit, et qui n'est pas le modèle brut d'entraînement. Donc là, ça se fait plus sur des corpus de plus petite taille, mais de meilleure qualité, et avec des méthodes d'apprentissage par renforcement. Donc juste un bref rappel je vous ai parlé de prédiction du token suivant. Donc juste un bref rappel de comment fonctionne un LLM. Donc quand vous fournissez un début de phrase à un modèle, comment il va le traiter et comment il va faire pour générer la suite de votre phrase. Donc si vous avez en entrée un texte comme « le chat mange là », la première étape que va faire votre modèle, c'est de découper ce texte en atomes, on va dire, en entités plus petites, qui sont appelées des tokens. Donc, dans notre cas, alors un token n'est pas toujours un mot, c'est peut-être ce slide n'est pas parlant pour ça. Ça peut être des bouts de mots ou des suites de mots. Donc, ici, vous avez une suite de 5 tokens qui vont être générés, avec le premier qui est un token qui indique juste que c'est le début de la phrase. Et ces tokens-là, ensuite, sont fournis au LLM, qui va les transformer en vecteurs et qui va faire toute sa petite popote pour générer en sortie une distribution sur votre vocabulaire pour générer le prochain mot, qui serait dans ce cas-là « souris ». Donc, dans la phase de pré-entraînement, le modèle, ce qu'il va apprendre, c'est juste à essayer de deviner qu'après le chat mange là, il faut répondre souris. Et il va faire ça sur des très gros corpus de documents. Donc ce tokenizer, cette première étape de découpage du texte, c'est une étape très importante et c'est ce qui a été fait en premier dans l'apprentissage dans le pré-entraînement de Lucie, c'est d'entraîner un nouveau tokenizer qui soit adapté à la fois à l'anglais, au français, à l'allemand, à l'espagnol et à l'italien, ainsi que pour tout ce qui est code et génération de code. Donc, pour ça, on utilise un sous-ensemble de données qui représente avec des données de plusieurs langues, et on entraîne notre tokenizer. Donc ici, sur les graphes, vous voyez les différents modèles, différents tokenizers disponibles. Donc Llama 2, Mistral, Croissant, et vous avez notre tokenizer Lucie en rouge. Et les différentes courbes, donc les courbes en haut, vous avez le nombre de caractères par token. Donc le plus haut, le mieux c'est. Et en bas, vous avez ce qu'on appelle la fertilité, où c'est le nombre de tokens par mot.
ça, on cherche à minimiser cette valeur-là. Et on voit que notre tokenizer donc, est adapté pour ces 5 langues qu'on a choisies pour représenter un peu la diversité des langues européennes, et ainsi que pour le code. Donc ça, c'est la première phase qui avait été mise en place. Et donc, maintenant, voici la bête. Qu'est-ce qui se cache derrière Lucie? Qu'est-ce que c'est comme architecture? C'est une architecture classique de transformer. Ici, on a pris une architecture type Llama. Donc, les choses un peu techniques qu'il faut savoir sur l'architecture Llama, c'est comment sont gérés les position embedding. Donc, c'est un rotary position embedding. Donc, on utilise de group query attention qui essaie de regrouper intelligemment dans les layers d'attention et optimiser les calculs. Donc, quelques ordres de grandeur pour comprendre à quoi ressemble Lucie. C'est une taille de vocabulaire, donc un nombre de tokens qui sont gérés par le modèle qui est de 65 000 tokens. Pour avoir un ordre d'idée, par exemple, Llama 3, c'est 128 000 tokens. 65 000 tokens, on pense que c'est le mieux adapté pour la taille de modèle qu'est Lucie. On a 32 layers, donc 32 couches qui vont être parcourues séquentiellement à chaque fois que vous générez du texte. Chaque couche est de taille, une taille cachée qui représente vos embeddings, qui est de taille 4096. Et la taille de contexte, donc ça c'est un élément très important dans tout ce qui est LLM, c'est le nombre de tokens que peut gérer le modèle quand vous faites de la génération, quand vous écrivez vos prompts, etc. La taille que peut gérer Lucie pendant le pré-entraînement, elle est de 4096 tokens. Donc on verra qu'il y a des techniques qu'on va mettre en place pour élargir cette taille de contexte et rendre Lucie aussi performante sur des contextes plus longs pour des applications qu'a mentionné Bastien, par exemple les RAG, etc. Donc si on calcule un peu rapidement le nombre de paramètres qu'a notre modèle, on a que la couche, par exemple, des embeddings qui permettent de transformer les tokens en vecteurs, elle est de 0,5 billion de paramètres. Les couches d'attention qui permettent à l'information de circuler dans votre phrase, elle est de 1,3 billion de paramètres. Et tout ce qui est réseau de neurones qui vont servir à stocker un peu les informations, les connaissances du monde, etc. Ça a une grosse partie du transformer et ça représente 4,8 billions de tokens. Donc, on arrive à un total de 6,7 billions de paramètres. Donc, un peu en dessous des 7 billions de tokens, de paramètres, pardon. Et on voit que tout ce qui est la couche FFN, Feed Forward Network, elle représente quand même 72% des poids de notre modèle. Donc voilà à quoi ressemble un peu l'architecture de notre modèle. Et donc, comme je vous l'ai dit, pour entraîner ce modèle, il faut qu'il voit des données. Et dans la phase de pré-entraînement, il faut qu'il voit beaucoup de données pour acquérir cette phase, acquérir cette connaissance du monde. Donc, dans l'optique de partager aussi ces datasets, on a collecté différents jeux de données qui seront donc publiés avec le release de Lucie. Comme je vous le disais, il y a plusieurs catégories, plusieurs langues qui sont utilisées dans ces jeux de données, dans ce data mix. En principal, on a l'anglais qui représente 33% des tokens vus pendant l'entraînement. Le français est à 32,4%. Donc, les deux langues, on a choisi de les mettre à importance égale. Le code représente aussi une grosse partie parce que ça aide au raisonnement du LLM. Donc, elle est à hauteur de 15%. Et après, toutes les autres données, donc, que ce soit l'allemand, l'espagnol, l'italien ou des données alignées. Donc, c'est des données où il y a à la fois du français, à la fois de l'anglais, par exemple.
représentent les derniers 20% à peu près de données. Donc, oui, pour chaque dataset, ce qu'on utilise aussi, c'est on donne des importances différentes pour chaque jeu de données en fonction de la qualité du jeu de données. C'est-à-dire qu'on veut que notre modèle, de préférence, il voit des données de bonne qualité. Et quand c'est des données de bonne qualité, on s'autorise à les voir plusieurs fois pendant la phase d'entraînement. Donc, dans la colonne époque, vous avez le nombre de fois qu'on voit chaque dataset. Donc, par exemple, on les voit entre 1 et 3 fois nos données. Une fois, c'est en général les données web ou les données qu'on connaît être des données de moins bonne qualité, issues par exemple d'OCR, où il peut y avoir des erreurs de retranscription, etc. Et les données qu'on voit 3 fois, c'est plutôt des données qu'on sait être de très bonne qualité. On retrouve par exemple les données Wikipédia, qui contiennent des informations très utiles et on s'autorise à les voir plusieurs fois pendant l'entraînement pour que le modèle ait bien enregistré toutes ces connaissances. Donc, toutes ces données, elles seront disponibles à la sortie du modèle. Voilà. Pour les données web, ça représente une grosse partie des données qu'on utilise. Et pour ça, on a fait un gros travail de pré-traitement de ces données. Pour les données anglaises, c'est des données, les données anglaises en général, elles sont, il y en a beaucoup de disponibles, donc c'est pas forcément un problème. Là, on a juste repris le jeu de données de FineWeb, qui est des données web collectées en anglais, qui ont été filtrées. Donc, quand on parle de filtrage, on a des filtres de qualité, des heuristiques qui nous permettent de faire le tri entre les documents de bonne qualité et ceux de mauvaise qualité. De mauvaise qualité, ça peut être des documents où il y a beaucoup de répétitions, où il y a des caractères qui n'ont pas vraiment de sens ou qui peuvent être toxiques. Donc, ça, c'est une grosse part du filtrage. Donc, il y a un filtre, par exemple, sur les URL, la provenance des URL. Il y a des URL qu'on sait être des sites qui peuvent être pornographiques ou des offensants, donc qui vont être filtrés. Et il y a aussi sur le texte des filtres avec des mots qui sont bannis et on va enlever les documents qui ont des mots bannis. Pour le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien, tout le travail de filtrage n'était pas disponible déjà, donc on a dû refaire un gros travail à partir du jeu de données Red Pajama et de refiltrer nous-mêmes les données et appliquer donc aussi des phases de near deduplication. Ça, c'est une phase qui nous permet d'avoir des documents uniques et pas des répétitions de même documents que le modèle verrait plusieurs fois. Il y a quelque chose d'important qu'on a rajouté dans la pipeline, qui est ce filtrage additionnel basé sur les robots TXT. Donc, c'est chaque site web et chaque nom de domaine a un robot TXT qui lui est associé sur Internet et qui autorise ou pas, par exemple, à ce que les données soient scrappées par des robots, donc qu'elles soient collectées par des robots sur Internet. Donc, nous, on s'est basé sur le CCBot, qui est le robot de Command Crawl, qui est un robot assez connu qui permet justement de collecter les données web. Et on a gardé seulement les données qui n'ont pas interdit la collecte de données par ce robot-là. Pendant la phase d'entraînement, il y a aussi quelque chose d'important qu'on va faire, c'est on va essayer de voir les données web dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire les vieilles données au début d'entraînement et les données les plus récentes en fin d'entraînement. Ça nous permet, puisque de forcer un peu le modèle à apprendre sur les données les plus récentes, parce qu'il va y avoir… L'entraînement est long, et le modèle a tendance des fois à oublier des choses qu'il a apprises en début d'entraînement. Donc, on a moins de mal à accepter qu'il oublie des choses sur des données qui sont vieilles, où les faits sont peut-être plus à jour.
Et en fin d'entraînement, on va quand même voir les données les plus récentes en se disant qu'il a plus de chances de retenir les bonnes informations qui sont à jour. Donc ça, c'est pour la collection des données. Et donc, l'entraînement de Lucie a été lancé en fin août, comme nous vous le disions, et en utilisant donc le cluster du CNRS Jean Zé. Pour ça, pour l'entraînement, on a utilisé 512 GPU H100 en parallèle. Donc, on utilise ce qui s'appelle du parallélisme 3D, donc en 3 types de parallélisme. Le tensor parallélisme qui permet pour tout ce qui est multiplication de matrices, de splitter tout ça sur différents GPU. Le pipeline parallélisme qui permet à chaque GPU d'avoir une partie seulement des couches du modèle assignées. Et du data parallélisme qui fait que chaque batch de données, chaque groupe de données que va avoir le modèle vont être dispatchés sur différentes GPU aussi. Ce qui nous permet d'utiliser mieux la machine de Jean Zé et donc d'accélérer l'entraînement. Ces lots de données, cette taille de batch, elle est de 4 millions de tokens. Donc à chaque fois que le modèle va se mettre à jour, chaque 4 millions de tokens vus par le modèle. Pour vous dire où on en est de l'entraînement, on est presque à la fin de cette phase de pré-entraînement. On a vu actuellement, donc ça c'est une capture d'écran de ce matin, on a vu 2,8 trillions de tokens sur les 3,1 prévus. Donc on approche sensiblement de la fin. Et on a consommé approximativement 450 000 heures GPU. Donc vous divisez ça par 512 GPU et vous avez le nombre... Avec une conversion savante, vous pouvez retrouver un peu le nombre de jours sur lesquels on a réellement entraîné les machines et entraîné le modèle. Et donc là, cette courbe de loss que vous voyez traduit le fait que le modèle apprend et fait de moins en moins d'erreurs sur ce que je vous ai présenté sur cette tâche de Next Token Prediction. C'est-à-dire que quand il voit la souris mange là, le chat mange là, il a plus tendance à dire souris en fin, donc à faire moins d'erreurs en fin d'entraînement qu'en début d'entraînement. Donc, on s'attend bien à ce que le nombre d'erreurs diminue et que cette loss diminue au fil de l'entraînement. Et on remarque qu'on n'a pas trop d'instabilité, donc tout ça, c'est très positif. Les dernières étapes de pré-entraînement, donc je vous ai très rapidement présenté en début de slide, serait la phase d'annealing, où on va tout doucement finir cet entraînement sur des données de très haute qualité qu'on a choisies, et on va diminuer petit à petit le learning rate, donc qui contrôle votre descente de gradient. Et notre modèle final sera sûrement l'agrégation de plusieurs checkpoints, plusieurs versions, les dernières versions de notre modèle, parce que c'est connu que ça booste les performances ensuite sur les évaluations. Il y a une autre phase qui est très importante auquel on tient, c'est l'extension de contexte. Donc, comme je vous le disais, pour l'instant, le modèle en pré-entraînement, il a vu des textes qui sont de taille de 4096 tokens. Donc, s'ils étaient plus longs, ils ont été coupés. S'ils étaient plus courts, on leur a concaténé d'autres textes à la suite. Mais toujours 4096 tokens, ce qui fait que le modèle, il peut généraliser un peu en dehors de cette fenêtre, mais pas beaucoup. Et donc, ça peut être limitant pour certaines applications. Et comme l'a mentionné Bastien, sur les applications de type RAG, vous allez avoir envie de mettre le maximum d'informations dans le contexte pour générer des données, enfin générer des textes qui ont moins d'hallucinations et qui sont basés sur votre contenu. Par exemple, si je veux faire un RAG sur une entreprise avec des foires aux questions sur une entreprise, je vais mettre la doc de mon entreprise dans le contexte et quand je vais poser des questions, le modèle va réussir à chercher l'information dans ce contexte. Donc, notre objectif, c'est d'étendre cette fenêtre de contexte de 4000 tokens à 128 000 tokens, que le modèle soit capable de comprendre des documents qui auront donc 128 000 tokens, ce qui est suffisant dans la plupart des applications.
Donc pour ça, on va continuer à avoir des données. C'est une phase qui va être beaucoup plus courte que le pré-entraînement. On va voir approximativement 5 billions de tokens. Et on va juste dans les documents que va voir le modèle, on va un peu voir plus de documents longs pour bien que le modèle comprenne cette extension de contexte. Donc, l'entraînement de Lucie est presque fini. Donc, on a déjà commencé à faire des évaluations sur ce modèle. Et pour ça, il y a différentes benchmarks qui sont disponibles. Et vous allez sur Hugging Face, vous allez voir différents leaderboards qui sont disponibles, qui vous donnent un peu des scores de performance de vos modèles sur différentes tâches. Souvent, donc, dans ce que je vais vous présenter, c'est des tâches de questions de QCM. Donc, vous allez avoir une question, des 4 choix, et on va tester la probabilité de chaque réponse, et on va vérifier que la bonne réponse est celle qui a le maximum de probabilité d'être générée par le modèle. Ce qui nous donne en ordonnée de ces graphes l'accuracy, donc le nombre de fois où le pourcentage de fois où le modèle ajuste dans les réponses sur le QCM. En abscisse, vous avez le nombre de tokens d'entraînement utilisés par le modèle dans la phase de pré-entraînement. Donc, faites attention, l'abscisse est logarithmique. Et en bleu, vous avez les différents checkpoints de Lucie au cours de l'entraînement qu'on a évalué. Donc, que ce soit de Lucie quand elle a vu 10 000 tokens, Lucie quand elle a vu 100 000 tokens, etc., etc. Et vous avez cette courbe en bleu qui atteste de la progression de Lucie sur ces benchmarks-là pendant la phase d'entraînement. Vous avez aussi différentes baselines auxquelles on a comparé Lucie. Donc, vous avez Pythia, qui est un modèle qui a été entraîné dont les checkpoints sont aussi disponibles sur des données seulement anglaises et qui fait à peu près la même taille que Lucie. Vous avez Croissant LLM qui, lui, a vu, comme Lucie, des données à moitié françaises, à moitié anglaises. Mais c'est un modèle de taille plus réduite. Il fait 1,3 billion de paramètres. Lucie en fait approximativement 7. Vous avez Falcon 7B qui a été entraîné majoritairement sur de l'anglais. Mistral. Donc Mistral, le nombre de tokens utilisés pendant l'entraînement n'est pas disponible. Donc j'ai placé un peu le point, attention, un peu un guess personnel. Peut-être que c'est pas très juste. Et vous avez Llama 3.1, donc lui qui a 8 billions de paramètres et qui a été entraîné par contre pendant 15 trillions de tokens. Donc ça veut dire 5 fois plus de tokens par rapport à Lucie. Donc vous voyez à gauche les benchmarks anglaises, à droite les benchmarks françaises. On voit que la progression de Lucie est logarithmique. Et en pointillé, vous avez quand est-ce que l'entraînement de Lucie va s'arrêter. Donc, vous pouvez faire une projection assez facilement de quelles vont être les performances à peu près de Lucie en fin d'entraînement sur les différentes benchmarks. On voit que sur le français, on a des résultats assez intéressants, même par rapport à des modèles comme Llama qui ont été entraînés sur 5 fois plus de données. Vous avez aussi une évaluation de la même graphique, mais sur la capacité d'être multilingue de Lucie. Donc, on a entraîné aussi sur l'espagnol, de l'allemand et de l'italien. Donc, vous pouvez voir aussi les performances du modèle sur toutes ces différentes benchmarks. Donc, maintenant, on parle d'évaluation. Qu'est-ce que ça donne de la génération avec Lucie et Lucie pré-entraînée? Ce que je voudrais vous montrer, c'est comment Lucie pré-entraînée, c'est Lucie un peu brute de décoffrage. Et le besoin qu'on a d'avoir une phase d'instruction dans un deuxième temps pour ces modèles, ces LLM. Donc, dans ce slide, qui est une capture d'écran d'un clip des Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, vous allez incarner John Lennon, et nous allons parler à Lucie, qui est incarnée par cette dame.
Et donc, donc j'ai pris un checkpoint de Lucie approximativement quand elle avait vu 2 trillions de tokens. Et si on lui pose la question, par exemple, quelle est la capitale de la France, Lucie va générer, donc prédire le prochain token, puis le prochain token, puis le prochain token, et générer une phrase qui est un peu brute, qui est « Nous vous proposons d'apprendre ou d'améliorer votre français avec un professeur particulier, ou en groupe, dans une ambiance conviviale. Le professeur particulier vous accompagnera sur… » etc., etc. Donc, Lucie génère une suite de mots logiques, mais qui ne répond pas à notre question, parce qu'elle n'a pas vu et on ne l'a pas formaté Lucie à ce type de question. Quand je pose une question, j'attends une réponse. Je n'attends pas à ce qu'on me pose une autre question, qu'on me dise quand je veux un prof particulier. Une façon de forcer un peu Lucie à répondre, c'est de lui donner des exemples. Par exemple, quelle est la capitale de l'Espagne? Madrid. Quelle est la capitale de la France? Là, dans ce cas-là, Lucie sera capable de répondre et de dire Paris, mais elle va continuer aussi à générer, elle va générer d'autres questions. Quelle est la capitale de l'Italie? Rome. Quelle est la capitale de la Russie? Moscou. Donc, on peut vérifier que Lucie a bien, dans ses connaissances du monde, les capitales des différents pays, mais elle a un peu un problème de formatage. Et donc, c'est là où on va passer dans la deuxième phase d'entraînement, donc qui est une phase un peu qu'on va faire après le pré-entraînement, qui est la phase d'alignement, où on va aligner Lucie avec les préférences des humains. Et comment on fait ça? On fait ça en 2 phases, souvent. Donc, une phase de fine-tuning, où on va juste adapter les poids du modèle sur des données d'instruction, vraiment de questions-réponses, voire des données de chat, s'il faut, question-réponse, une autre question, une autre réponse, etc. Des données plus proches de celles que vous pouvez avoir comme conversation avec ChatGPT, par exemple, pour que Lucie puisse comprendre ce format de discussion et qu'à une question, elle doit répondre à la question et pas dire n'importe quoi. Et aussi une deuxième phase qui est un peu plus délicate, qui est une phase souvent d'apprentissage par renforcement, où on va collecter des données, des réponses de Lucie à partir de questions, et on va collecter plusieurs réponses de Lucie et annoter les différentes réponses de Lucie. Par exemple, je préfère cette réponse générée par Lucie, je aime moins cette réponse, etc. Et ces données-là de préférence collectées vont permettre d'affiner les générations du modèle pour avoir un modèle plus proche d'un modèle d'instruction style ChatGPT. Donc, juste les challenges rencontrés pour cette phase d'instruction, c'est comme souvent la collecte des données, puisqu'il faut collecter des données de haute qualité et qu'on essaie de faire un modèle qui soit aussi performant en anglais qu'en français, donc il faut collecter aussi d'autres langues européennes. Donc, il faut collecter des données de haute qualité dans différentes langues. Souvent, c'est l'anglais qui est privilégié dans ces phases-là. Donc, comme petite démo, on peut utiliser des modèles de fine-tuning un peu légers, avec des jeux de données synthétiques qui ont été générés par ChatGPT. Par exemple, 50 000 samples, 50 000 exemples de questions-réponses vont permettre de fine-tuner Lucie sur ses tâches d'instruction. Et ça prend, pour vous donner un ordre d'idée, pour voir la différence entre l'instruction et la phase de pré-entraînement, ça prend seulement, par exemple, 2 heures sur un GPU H100 de faire une petite démo, même si ce n'est pas la phase d'instruction finale. Et donc, si vous reprenez notre consigne à Lucie, si on lui pose maintenant la question « Quelle est la capitale de la France ?» Lucie va bien répondre « Paris », avec une explication qui, elle, n'est pas très poussée parce que l'instruction a été légère. La capitale de la France et Paris comme explication. Donc voilà pour ce qui est un peu des différentes phases d'entraînement pour Lucie, les données, etc. Donc j'espère avoir été assez clair et exhaustif. Et je vais laisser la parole à Michel Marie pour les prochaines étapes de cet entraînement. Voilà, je réactive mon micro. Donc, bon, je vois surtout l'heure passer, donc je vais essayer de rattraper. On a tous dérapé là, en fait, sur nos interventions, donc je suis déjà désolé pour ceux qui devraient nous quitter. On va essayer d'avancer assez rapidement. Donc, globalement, parce que c'est quand même des éléments que vous attendez, puisqu'on vous parle
le fait que Lucie, aujourd'hui, elle ne répond pas encore très bien, ça doit un peu tôt vous inquiéter. Donc, vous inquiétez pas, on est en train de finaliser et de faire en fait toutes les phases qui viennent vous expliquer. Donc, un peu une timeline pour vous donner un peu le planning de nos prochaines étapes. Donc, vous voyez, ça va arriver assez vite puisqu'on parle en fait de nos grandes échéances, elles sont d'ici la fin de l'année. Donc concrètement, donc comme ça vient d'être expliqué par Olivier, donc là en fait on va rentrer dans les phases de finalisation et de préinstruction en fait du modèle. Donc ça c'est ce qui va nous occuper en fait à partir de, enfin entre maintenant et fin novembre. Donc l'objectif en fait c'est vraiment d'obtenir en fait d'ici maintenant un mois donc un modèle, j'ai envie de dire final. Et donc de pouvoir au mois de décembre, puisque c'est ça qui vous intéresse, c'est la mise à disposition en ouverture en fait publique. Et donc ça, on prévoit ça vraiment tout début décembre. Donc il y aura à la fois la publication du modèle, des datasets, du code source et toute la sauce qu'on a utilisée pour entraîner le modèle. Et donc je retiens à remercier là Olivier de nous avoir donné vraiment les détails. Mais là, vous aurez en fait tout ce qui a été utilisé, tout ce qui a été fait, et par ailleurs, donc ça fera l'objet d'une publication académique, un papier pour expliquer en fait ça scientifiquement et académiquement en fait toutes les étapes. Et dans le même temps, donc on publiera en fait un portail. Donc concrètement, donc les modèles seront disponibles. Enfin, Lucie sera disponible sur la plateforme Hugging Face, puisque c'est aujourd'hui quand même la plateforme de mise à disposition un peu classique. Donc, globalement, on est déjà en contact avec Hugging Face pour qu'ils nous mettent à disposition pendant quelques semaines une API, vous savez, en fait, un endpoint gratuit. Donc, vous pourrez tester Lucie directement sur les infrastructures en fait, de Hugging Face. Vous pourrez télécharger et en fait l'installer, par exemple, sur Ollama, sur LM Studio ou sur d'autres outils qui permettent de tester des modèles en fait en local. Et par ailleurs, donc, l'Inagora va mettre en place en fait une plateforme SaaS qui permettra, comme d'autres acteurs le font, de pouvoir utiliser en fait le modèle en ligne, donc d'avoir en fait une API en fait disponible qui donc vous permettra en fait d'utiliser Lucie. Et donc globalement, donc là il y aura un modèle d'abonnement ou d'achat en fait de tokens, comme ça se passe sur les autres modèles, tout simplement pour payer le coût des GPU, puisqu'aujourd'hui en fait ce qui coûte cher dans toutes ces opérations, c'est effectivement les ressources computationnelles. Donc ça, globalement, donc retenez la date donc sur la mise à disposition publique, ça sera globalement début décembre si on n'a vraiment pas de gros problèmes. Mais je pense que maintenant, je pense qu'on a circonstancié à peu près tous les sujets. Et puis vous voyez en fait ici, donc en fait on a déjà en tête d'entraîner en fait de lancer un modèle plus léger, donc à 1 milliard de paramètres, donc un Lucie 1B, puisque globalement ce qu'on veut faire aussi, c'est de permettre de faire l'utilisation de ces modèles on device et en particulier sur un téléphone. Et donc si vous allez voir, en fait, moi j'ai fait une publication là il y a quelques jours en fait pour montrer que c'était possible. Et bien entendu, en fait, on vise aussi ce cas d'usage pour développer des usages locaux en fait de LLM directement sur les téléphones. Voilà, et donc ça c'est vraiment ce qui nous concerne. Donc retenez bien la date vraiment de tout début décembre. Et puis ensuite, bon, l'idée c'est vraiment d'être prêt et de pouvoir communiquer lors de ce grand forum et summit qui va être organisé en début d'année en fait par la France. Et donc là, on aura une représentation aussi dans ce cadre-là. Donc, projet open source dit aussi donc effectivement accès en fait aux données. Donc globalement, là, vous avez les liens. Donc encore une fois, les sites seront publiés très certainement dès demain matin. Donc là, les liens, en fait, si vous cliquez sur ces liens-là, en fait, immédiatement, donc vous allez pouvoir connecter, hein, puisque en fait, il y a des choses qui existent, mais par exemple, tous les dépôts ne sont pas encore disponibles. Vous voyez, en fait, ici, c'est ce que vous voyez ici, en fait, là, sur LLM Lucie, en fait, il y a des choses qui sont encore privées. Donc, on est en train de finaliser, en fait, les uploads, hein, puisque c'est très, très lourd, en fait, de faire les uploads de toutes ces données sur la plateforme Hugging Face. Mais ça sera disponible, en fait, maintenant. Si vous attendez quelques jours, ces pages seront à disposition, en fait, publiquement. Mais vous voyez, donc, il y a déjà le modèle card. Il y a déjà, en fait, ici, donc, on a uploadé, en fait, les datasets. Donc, encore, c'est une opération qui est en cours. Donc, vous aurez, en fait, accès vraiment à l'ensemble, en fait, des informations. Et par ailleurs, donc, sur, en fait, le GitHub, en fait, de LLM France, hein, qui existe dès à présent, donc, vous aurez la possibilité, en fait, voilà, sur GitHub, en fait, de récupérer le code source pour ceux qui souhaiteraient voir, en fait, effectivement, et rentrer dans la mécanique, en fait, d'entraînement. Bon, après, il faut quand même disposer d'une machine un peu comme j'en sais pour pouvoir réentraîner le modèle, donc c'est quand même pas donné à tout le monde, mais dans le souci de transparence et publication, on vous donne accès, en fait, effectivement, à tout ce qu'on aura utilisé. Donc ça, c'est pareil, c'est un dépôt privé pour l'instant.
on est en train d'enlever les petites choses en fait qui sont liées à des caractéristiques en fait qui sont vraiment liées à la machine Jean Zay. Et dès qu'on aura génériqué en fait le code, en fait, on nous publiera en fait et vous aurez à disposition l'ensemble. Donc c'est vraiment qu'une question de jour maintenant pour avoir accédé en fait à toute la connaissance derrière en fait le modèle. Ce que je vous avais dit, c'est qu'il y avait une dizaine de questions qui avaient été posées préalablement pendant le formulaire de préinscription. Donc, on a pris un merci pour tous ceux qui contribuent et qui posent en fait des questions. Donc, on va y répondre juste après. Mais priorité en fait aux questions qu'on a déjà reçues. Donc, je te relaisse la main pour les deux premières questions en fait, Bastien. Et puis après, j'essaie de. Donc, Bastien, je te donne comme consigne, essayer de rester le plus concis, précis, puisqu'on avait dit qu'on essaie de régler ça dans l'heure. Voilà, donc si on peut essayer de tenir en fait cet engagement pour les premières questions. Ouais. Donc sur les questions qui concernaient l'usage et l'intégration pour des usages en éducation, bah clairement c'est l'objectif de base, hein, c'est ce qu'on veut faire. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. La première, c'est déjà de rendre le modèle accessible via on va dire un canal qui soit pas contraignant ni pour les enseignants ni pour les élèves. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec VitaScience, qui a mis à disposition ces activités de médiation, notamment une activité de médiation qui permet d'appeler plusieurs modèles de manière ouverte, de les choisir et de voir un peu ce qui se passe derrière cette génération de tokens. Donc c'est un outil de médiation et on veut le mettre à disposition sur cette plateforme. L'autre manière de le rendre accessible, c'est le petit modèle, parce qu'encore une fois, un modèle d'1 milliard de paramètres, ça peut tenir sur un smartphone, ça peut tenir sur un PC vraiment pas très puissant, peut-être même sur des petites devices qui seraient dédiés, où on pourrait accueillir en dur des LLM et du coup ne plus avoir ces problèmes de serveurs, d'accès. Et c'est un peu l'idée de je branche un petit boîtier avec une clé USB dans ma classe sur l'ordi du CDI et j'ai un modèle de langage avec aucune donnée qui sort et que je peux interroger. Après, c'est un modèle de langage classique, donc tout ce qui reste à construire en éducation, ça se fera par la suite sur les initiatives aussi des enseignants, des communautés qui proposent déjà des choses, qui font déjà de l'animation et des activités en utilisant des modèles de langage. Donc si ça marche avec les autres, ça fonctionnera aussi avec Lucie, à différence que là, ils pourront se construire des outils qui soient plus accessibles et partageables. Donc on a cette question du RAG aussi, sans doute dans un second temps, et peut-être aussi des petites spécificités, notamment si vous aviez vu sur le GTNUM, on avait accueilli Ansu aussi, qui est une autre initiative sur les LLM, et par exemple, répondre à ces exigences-là de prise en compte ou en charge des notations scientifiques ou mathématiques qui peuvent poser problème des fois dans la soumission de documents ou pour des questions de maths, ça c'est pareil en éducation, c'est assez essentiel. Donc on essaiera de faire en sorte également que ça puisse fonctionner correctement. Je pense que j'ai tout couvert. Ok, merci. Donc ensuite, on a essayé de les regrouper les questions en fait par thématique. Donc là, c'est plutôt sur la mise à disposition et comment on pourrait utiliser le modèle. Donc j'ai commencé déjà à en parler, mais donc il y avait une question qui m'avait été posée par Pascal. J'espère qu'il a pu finir par entendre le son, mais récupérer le son. Mais donc effectivement, donc Lucie est un modèle en fait open source. Donc chacun pourra le mettre en exploitation sur les infrastructures qu'il souhaite. Donc et par exemple, donc moi j'ai un rendez-vous pas plus tard que demain matin avec la région Occitanie, qui imagine en fait au niveau de la région de mutualiser des moyens de calcul pour mettre à disposition un modèle ou des ressources en fait de services cognitifs à destination en fait des collectivités. Donc après, ça va vraiment dépendre des territoires et des logiques. Est-ce que c'est fait au niveau d'une communauté de communes, d'un département, d'une région? Voilà, donc par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'État, pour l'instant, il n'y a pas de plan pour offrir des moyens comme ça en fait à l'échelle nationale pour le moment. C'est pas dit que ça ne soit pas le cas, mais en tout cas voilà. Donc il y a au moins, je sais, des régions qui nous appellent en fait dès à présent pour comprendre effectivement comment un modèle comme Lucie peut être mis en exploitation sur effectivement une infrastructure mutualisée pour être utilisé par des ensembles. Donc
par exemple, les collèges qui étaient sous la responsabilité des départements, on pourrait très bien imaginer aussi qu'on n'ait pas en fait un modèle par collège, mais qu'il y ait en fait une mutualisation qui se fasse. Voilà. Donc ça, c'est effectivement des discussions, et c'est pour ça aussi que dans la démarche, on parle de plus en plus avec le ministère de l'Éducation nationale pour essayer de trouver les bonnes mailles, en fait, si je ressente sur la partie éducation, savoir où est-ce qu'on le situe. Voilà. Et donc là, il y avait toute une question. En fait, la deuxième question sur cette slide, c'était comment en fait j'allais utiliser. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure. Donc effectivement, le modèle, vous pourrez le récupérer sur la plateforme Hugging Face. Vous pourrez en fait récupérer des versions quantisées, pas quantisées, et exploiter en fait ce modèle, soit sur des infrastructures GPU si vous en avez la capacité, si vous avez, soit effectivement, donc des produits comme LM Studio et Llama, on proposera effectivement, donc au moment de la release, en fait, par exemple sur Olama, qui est une plateforme en fait, qui est un vrai canal de diffusion et de popularisation du modèle. Donc on fera le job auprès de la communauté OpenLLM, la communauté Olama, pour qu'effectivement, en une commande, vous puissiez directement en fait avec Olama récupérer le modèle Lucie et l'opérer en fait dans toutes les API ou les applications que vous utilisez au-dessus de Olama. Et donc effectivement, c'est une question qui est aussi posée par Mathieu. Donc, est-ce qu'on aura la possibilité en un clic de faire des spaces en fait sur Hugging Face? Donc, c'est bien l'objectif. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc les discussions qu'on a avec Hugging Face, donc effectivement de mettre à disposition le modèle et que vous puissiez d'une certaine façon forquer et récupérer en fait le modèle et l'exploiter. Donc, bien sûr, il y aura un endpoint en fait qui aura bien sûr un temps limité avec un accès gratuit, mais par exemple si vous souscrivez aux offres en fait de GameFace et puis donc pour pouvoir bénéficier de leurs infrastructures d'inférence, vous pourrez effectivement directement utiliser. Sur Replicate.com, oui, encore une fois, le modèle, compte tenu des performances encourageantes, je pense qu'en fait, il va intéresser. Et donc, on n'est pas à l'abri qu'effectivement des plateformes s'intéressent en fait à le mettre en place à côté des modèles déjà en fait existants. Donc, effectivement, alors on n'a pas commencé à discuter avec Replicate, mais par contre, on discute avec des acteurs, par exemple les clouders en fait français, OVH, Scaleway, Outscale. On est bien sûr en fait en train de voir en fait avec eux pour qu'effectivement dans les catalogues de modèles qu'ils utilisent et qu'ils mettent à disposition aujourd'hui, ils puissent intégrer en fait un modèle comme Lucie. Ensuite, toujours dans les questions qu'on avait reçues, donc on avait une question sur alors comment êtes-vous arrivé à faire un modèle frugal? Donc alors ça, c'est un modèle, effectivement, tu l'as dit, en fait, Olivier, tout à l'heure. Donc, on a essayé, donc vous l'avez vu, en fait, on obtient des performances à peu près équivalentes, en fait, en faisant des modèles qui ont vu 3 fois moins de data. Donc, c'était un des paris qu'on voulait, en fait, faire aussi, c'était prouver que la qualité des données et le data mix qu'on faisait dans le dataset était plus importante que la quantité. Donc, ça, c'est une démonstration, en fait, qu'on va apporter avec ce modèle, et qui est, en fait, quelque chose, en fait, qui était essentiel pour la suite de nos travaux. Et donc, effectivement, ce modèle, il se veut, en fait, alors je ne sais pas s'il est frugal, mais en tout cas, en fait, on le conçoit et on a tout fait pour qu'il soit le plus compact possible, de façon à pouvoir l'inférer, en fait, dans l'objectif de pouvoir l'utiliser dans un contexte hors GPU. Et c'est pour ça que dès à présent, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut entraîner une version à 1 milliard de paramètres, de manière, en fait, à être encore plus efficient et nécessiter en fait avoir une empreinte encore moins importante sur l'utilisation, puisqu'un modèle 1B, en fait, concrètement, vous le tournez à peu près sur n'importe quel PC et sur n'importe quel téléphone. Donc en fait, on va donner des capacités en fait assez intéressantes de pouvoir opérer ces modèles sans être hébergés sur les grandes infrastructures en fait des GAFAM. Voilà. Alors quand pourra-t-on travailler sur des cas d'usage pour l'éducation? Je sais que vous attendez, je sais. Donc certainement, parce que je profite que Léo en fait de Vitascience est présent, et donc il a tout à l'heure en fait certainement que parce qu'en fait moi je vous recommande vraiment dès à présent, parce que même si Lucie n'est pas présent dedans, donc le travail qui est fait par Léo sur Vitascience, et si tu peux mettre le lien en fait, Léo là dans le chat, n'hésite pas, parce que c'est vraiment en fait une plateforme pédagogique et de vulgarisation du fonctionnement des LLM qui est extrêmement intéressante, et c'est vachement bien fait. Donc, et pas y compris pour les enfants, ça marche aussi pour les adultes. Donc, effectivement, ça sera très certainement une des premières plateformes où vous aurez à disposition en fait le modèle Lucie pour que vous puissiez le tester. Et donc, concrètement, après, donc, une fois qu'on aura mis à disposition la plateforme en fait, et que le modèle sera publié,
vous pourrez effectivement utiliser en fait le modèle Lucie dans les travaux que vous menez dès à présent avec peut-être d'autres modèles. Et pourra-t-on librement fine-tuner Lucie? Alors oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Mais pour éviter que tout le monde fasse des fine-tuning et ainsi de suite, donc la discussion qu'on a aussi avec les représentants de la DNE, donc pas plus tard qu'hier, j'étais avec le responsable de la plateforme ELEA, donc le Moodle national. Et donc effectivement, là, il y a pas mal en fait de contenu. Donc ça ne sert à rien que chacun se lance en fait à faire des fine-tuning en fait à droite à gauche en fait du modèle Lucie, même si vous en avez la possibilité. La discussion qu'on veut, et c'est pourquoi aussi on est financé par l'État, c'est plutôt de travailler en collaboration en fait avec les tech et le monde de l'éducation pour justement enrichir en fait les connaissances du Lucie tel qu'il est dans sa forme en fait actuelle, pour fabriquer en fait un modèle avec une spécialisation, je le mets entre guillemets, une spécialisation éducation, c'est-à-dire d'enrichir. Et donc typiquement hier, en fait, ce qu'on disait avec Rémi, donc la personne avec qui j'étais de la DNE, dire on peut aller sur EduSchool, prendre en fait les programmes, maintenant la description des programmes en fait officiels qui sont en fait normés. Et donc ça, en fait, de faire un fine-tuning là-dessus, ça permettrait déjà aux enseignants, quand on est un jeune enseignant et qu'on doit scénariser en fait une session de cours et ainsi de suite, le fait de pouvoir avoir un modèle qui est accosté et qui connaît en fait finalement pour un niveau donné, finalement un programme par exemple en physique, chimie, et globalement de questionner et de construire en fait une séquence pédagogique tenant compte effectivement dans le niveau et en fait des recommandations en fait et du SCOL. Donc c'est ça en fait qu'on cherche à faire. Donc effectivement, fine-tuning oui, mais on va essayer de vous aider. Là, je parle plus à la communauté enseignante et éducative pour que vous n'ayez pas en fait à faire ce travail-là, mais d'enrichir une fois qu'on aura le modèle générique, de vous fournir assez rapidement. Donc je pense sur le premier semestre 2025, vous aurez en fait une version qui tiendra compte effectivement de ces contenus qu'on est en train de référencer auprès en fait de la DNE et qu'on pourrait intégrer en fait dans notre démarche. Donc je pense qu'on a bien répondu, je pense sur l'architecture des LLM. Là, encore merci Olivier sur le côté pédagogique parce que tu as abordé des trucs qui sont hyper compliqués. Je pense que c'était vraiment accessible à tout le monde. Donc je pense que ça répond, il me semble bien, à la question en fait qui était posée ici. Et puis il y avait une question sur effectivement, donc je reprendrai contact directement avec la personne, mais par souci de transparence, je mis la question. Donc effectivement, dès qu'on a un modèle et qu'on l'a mis en fait ici en opération ici en France, bien entendu, donc on peut discuter pour développer des coopérations, pour aller développer en fait des approches à l'export. Ceci dit, comme je l'ai marqué tout à l'heure en fait dans le chat, un des apprentissages qu'on a aussi appris dans le cadre de l'entraînement de Lucie, c'est que si on veut gérer beaucoup de langues en fait au niveau européen, il faudra en fait certainement enrichir en fait et répartir en fait les langues dans le dataset en fait d'entraînement de Lucie. Mais ça pose d'autres questions, en particulier sur le tokenizer. Donc, on a pas mal de challenges techniques si on voulait imaginer demain d'avoir un modèle unique à l'échelle européenne. Mais en tout cas, la personne qui a posé cette question-là, donc je reprendrai contact avec vous et puis j'essaierai, on verra en fait ce qu'on peut faire ensemble. Alors ensuite, donc ça, je crois que ça finit les questions officielles. Donc pour ceux qui doivent nous quitter, je sais que certains doivent nous quitter. Désolé pour le petit retard, mais normalement, on a tenu en tout cas l'engagement de répondre à toutes les questions qu'on avait après-moment reçues. Et donc, je remercie dès à présent Jean-Pierre qui a fait le job pendant qu'on présentait, qu'on compilait les questions. Donc, on en a quelques-unes, donc certaines ont été répondues, mais ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne, pour ceux qui ont encore un petit peu de temps, qu'on reprenne les questions. Donc, tu les as dispatchées. Merci Jean-Pierre. Alors, je vais commencer par les miennes et puis messieurs, donc je vous laisse prendre connaissance du document et préparer vos réponses. Donc, il y avait une question de Mathieu sur est-ce que, et donc d'ailleurs Pierre-Yves Gibello, que je salue, merci. Donc, est-ce que le côté non commercial, créative, licence créative sur les domaines, sur les données, pardon, empêche une utilisation non commerciale en fait du modèle Lucie? Donc non, c'est complètement indépendant. Donc même si la licence qu'on applique, et merci pour la précision en fait Pierre-Yves, donc la licence qu'on applique sur les datasets est une licence Creative Commons by NC SA. Donc effectivement
c'est pas une licence libre, donc merci pour ça, mais effectivement, ça donne un cadre en fait d'utilisation de ce dataset, donc il, lui, non commercial. Par contre, on peut l'étudier, on peut éventuellement le regarder, et ainsi de suite, pas de difficulté. Et le modèle, lui, en fait, il n'y a pas une transitivité, donc le modèle, lui, peut être complètement open source et sous licence en fait Apache. Donc c'est deux choses complètement indépendantes. Et après, donc Mathieu, si je comprends bien, je crois que c'était toi qui avais posé la question. Je vends des formations et des ateliers pour démystifier l'IA. Est-ce que je peux faire l'usage de Lucie? Ben oui, bien sûr. Et donc j'avais marqué moi dans mes petites notes qu'effectivement je voulais, donc comme j'ai signalé Vitascience, mais c'est une super plateforme. Vraiment, je te conseille de jeter un coup d'œil parce que c'est vraiment un outil qui peut peut-être t'aider aussi dans le cadre de tes formations actuellement. Et dès que le modèle en fait est publié, et si tu as des tutos et si tu utilises Lucie, bah, je suis très preneur effectivement de tes feedbacks et ainsi de suite pour qu'on puisse enrichir, parce que c'est vraiment en fait la logique dans laquelle nous sommes. Alors Mathieu, tu avais aussi posé la question de savoir s'il y avait d'autres modèles ouverts et aussi ambitieux au niveau Europe ou dans le monde. Donc oui, il y en a beaucoup de modèles. Donc c'est difficile de tous les citer, puisque en fait Bastien disait que c'était en plusieurs centaines de milliers qui étaient disponibles sur Hugging Face. Après, si on dit des modèles complètement open source et qui gèrent en fait, qui cherchent à traiter en fait le cas des cas d'usage comme ceux qu'on cherche à adopter, il y en a moins. Mais si je réouvre un peu la question, donc au niveau européen, donc il y a des initiatives comme Poro par exemple en Finlande, comme LF Alpha en fait, qui est une sorte de Mistral en fait au niveau allemand. Donc, qui sont des initiatives en fait qui cherchent à développer des modèles spécialisés dans les langues en fait de chacun des États membres. Et donc, effectivement, la prochaine étape, et donc c'est pour ça qu'en fait on est passé de OpenLM France à OpenLM Europe, puisqu'en fait ce qu'on voudrait, c'est essayer de fédérer les initiatives en fait des États membres. Parce qu'entraîner un modèle, même si ça paraît compliqué, c'est assez simple en fait à opérer. Une fois qu'on l'a fait une fois, pour nous, ce sera moins difficile. Mais par contre, pour faire le travail d'alignement, le travail des préférences et le travail en fait d'évaluation du modèle, il faut que ce soit des gens qui parlent la langue native. Donc moi, je pense que si on veut demain développer une initiative européenne, il faut que ce soit plutôt des modèles qui ont été entraînés par des spécialistes dans chacun des pays membres et qu'on développe en fait une plateforme qui permette, en fonction de la langue qui est utilisée par le locuteur, d'instancier le bon modèle et si on veut faire de la translation, la traduction en fait entre des modèles, de trouver des passerelles. Et ça, je pense qu'en fait, c'est pas tout à fait en fait inimaginable, mais en tout cas, d'avoir un modèle européen qui traiterait les 24 langues avec un niveau de performance super fort, ça paraît en fait un challenge. En tout cas, avec ce qu'on sait faire aujourd'hui, enfin ce qu'on sait faire, que la littérature en fait et puis l'état de l'art paraît en fait très difficile. Oui, donc après, toujours Mathieu, je suis désolé, en fait, toutes les questions de Mathieu, en fait, elles sont tombées chez moi. Mais donc, globalement, donc Anthropic commence à parler des large action models. Donc, effectivement, les large action models, ça fait référence à ce qu'on appelle l'agentic AI, donc l'IA en fait basée sur les agents autonomes. Donc, oui, en fait, Lucie, dans sa version actuelle, est un modèle qui est très, très bien câblé pour en fait faire des agents autonomes, parce que c'est un modèle petit, sobre, qu'on va pouvoir facilement spécialiser, ce qui est en fait le rôle d'un agent. Un agent, en fait, il a une tâche très précise, un niveau de connaissance peut-être plus limité qu'un modèle généraliste. Donc, effectivement, ça en fait déjà dès à présent un modèle qui est tout à fait éligible à une utilisation dans un large action model. Si ta question, c'était plutôt de dire, est-ce qu'on va développer, en fait, nous, un large action model? Ce n'est pas nos plans. En 2025, ce qu'on va faire, donc c'est le modèle 1B, comme je disais tout à l'heure, et ce qu'on va faire très, très vite, puisqu'on nous demande, dans le cadre du financement qu'on a obtenu au niveau de l'État, et qui est une modalité, en fait, qu'on veut développer aussi dans le monde de l'éducation, c'est voix, texte. Donc, vous avez vu certainement qu'hier, en fait, maintenant, on a l'application ChatGPT, en fait, avec la possibilité de parler en français et d'avoir une interaction en français. Donc, on va faire, en fait, proposer la même chose avec les mêmes caractéristiques, avec un modèle complètement ouvert et qu'on pourra mettre à disposition de façon sécurisée et plus maîtrisée au sein de l'éducation nationale. Donc, Mathieu, encore, tu avais posé la question de dupliquer des spaces sur Hugging Face, donc la réponse est oui. Ensuite, c'est quoi le coût? Donc, on est en transparence, donc moi, je n'ai pas de difficulté pour parler de ces choses-là. Donc, en fait, c'est une démonstration. Donc, on va attendre d'avoir fini complètement l'entraînement, mais pour vous donner quand même des grandes masses en fait de combien ça coûte en fait d'entraîner un modèle comme celui-ci,
Il s'agit pas, en fait, ça ne demande pas des milliards, ça ne demande pas ça demande pas même un demi-milliard comme certains ont levé en fait récemment. Ça ne demande pas des centaines de millions de dollars. Donc concrètement, l'équipe en fait aujourd'hui qui travaille, donc il y a une équipe en fait qui travaille à l'Inagora, c'est à peu près une petite dizaine de personnes, plus 20 personnes en fait qui sont issues de la communauté, qui sont des enseignants-chercheurs du CEA, du LIST, de l'école polytechnique, du Lauria, bien sûr, je vais en oublier, mais donc des académiques en fait qui suivent nos travaux et qui passent du temps en fait à nos côtés. Donc globalement, 30 personnes. Si je fais vraiment des arrondis, c'est pour donner en fait des grandes mailles, mais 30 personnes sur un an, c'est à peu près 3 millions d'euros en fait, on va dire. Et en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est les fameuses, alors 450 000, mais à la fin, je pense qu'on aura consommé pas loin de 700 000 heures pour faire tout l'entraînement. Et donc ça, effectivement, le fait qu'on fasse de la science ouverte, et donc j'en ai profité pour remercier les gens du GENSI qui sont présents. Donc effectivement, le fait qu'on est en science ouverte, qu'on veut faire un modèle open source, ça nous a donné accès à la machine Jean Zay, et on ne paye pas en fait ces heures GPU aujourd'hui. Mais si on devait les valoriser, une heure GPU aujourd'hui, par exemple, chez les clouders français, c'est entre 3-4 euros. Donc si on prend 3 euros, 700 000 heures, ça fait un budget en fait à peu près de 2 millions. Donc concrètement, et les data, donc ça a été du temps, mais c'est du temps homme qu'on a passé, donc il n'y a pas de licence ou pas de coût en fait sur ces données. Donc globalement, pour entraîner Lucie, si je veux répondre en fait assez rapidement, c'est un budget en fait aux alentours de 5 millions d'euros aujourd'hui. Voilà, à la grosse, hein. Bien entendu, tout ça en fait, mais ça donne en fait un ordre d'idée. Et c'est quand même une très très belle, je pense, démonstration que ça veut dire qu'on est capable de le faire en France et qu'on n'a pas besoin d'être qu'aux États-Unis et d'avoir les 100 000 GPU en fait d'Elon Musk pour faire le job. On est capable de faire ici avec des moyens et, et, et il me semble que les résultats qu'on obtient en fait dès à présent et qu'on va confirmer, on n'est pas non plus à la ramasse, on n'est pas en fait 10 fois moins bien que tous les autres modèles. On va être à peu près en fait sur le même niveau de performance et en particulier en français. Sur une technologie qu'on maîtrise et qui, bien sûr, en fait, auront des coûts bien moindres. Voilà. Et enfin, je termine sur la dernière question, encore de Mathieu, qui m'a été affectée, décidément. Merci Jean-Pierre pour le fléchage des questions. Donc, y a-t-il des liens échanges avec d'autres technos comme Albert ou les autres LLM? Donc oui, en fait, on est en contact bien sûr avec la DINUM et puis d'autres initiatives en fait au niveau national en fait d'entraînement de modèles. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très très concentré à finir en fait nous l'entraînement de Lucie. Et après en fait, et puis en plus je pense que tout le monde attend de voir ce que ça va faire à la fin. Et une fois qu'on aura les résultats, je pense que nous on va souffler parce que je peux vous dire en fait que l'équipe qui est derrière ça en fait, elle travaille d'arrache-pied et vraiment pratiquement jour et nuit depuis un an. Donc on va essayer de partir en vacances à Noël en fait en essayant d'avoir le sentiment d'avoir fait notre boulot. Et effectivement, début 2025, je pense qu'on aura une phase où on reprendra contact et avec les instances pour effectivement tous les gens qui ont fait du fine-tuning en fait, de modèles sur des modèles open weight comme Llama, comme Mistral et ainsi de suite, de dire effectivement c'est peut-être intéressant qu'ils s'intéressent et qu'ils fassent le job en fait avec un modèle comme le nôtre. Voilà peut-être, je crois sur moi, ça termine les questions. J'espère que messieurs, vous avez préparé vos réponses. Qui c'est qui prend la main? Olivier, tu te lances en fait sur les questions. C'est aussi des questions de Mathieu. Mathieu, en fait, je pense, est notre champion de la soirée des questions. Olivier. Oui, je peux répondre aux questions. Donc, je vais commencer par une question de Mathieu. Ça paraît probablement contre-intuitif vis-à-vis du fonctionnement technique d'un LLM, mais est-ce que, concernant certains faits chiffrés non propres, votre modèle serait capable de nous pointer les ressources de données sur lesquelles il s'est appuyé pour fournir sa réponse? C'est une bonne question, mais c'est difficile pour le modèle de retrouver ses sources. Non, ça c'est une question ouverte plutôt. Et pour l'instant, Lucie a été entraîné sur beaucoup de données vues, mais retracer les sources, c'est pas quelque chose qui est possible de faire dans les médias. On peut entraîner le modèle à faire cette tâche spécialisée, mais en l'état, je répondrai par non.
Je peux juste je hack ta question aussi, mais effectivement, oui, les données sont trop grandes et puis c'est sur cette phase d'apprentissage-là, mais on a l'opportunité, voilà, le fait d'avoir accès aux données ouvertes et de pouvoir les consulter, on peut faire un peu du rétro-engineering. Donc c'est un peu fake parce qu'on peut pas garantir que on a utilisé forcément tel ou tel document. Enfin, c'est de l'influence, quoi. Faut vraiment comprendre que c'est de l'information très, très générale et de fond. Par contre, se dire, bah tiens, pour telle question, génération, quels seraient les documents potentiels qui auraient pu servir voilà, qui auraient pu être utilisés ou qui sont sur ce sujet, on pourrait faire un moteur de recherche un peu inversé. Donc sans doute, il y a beaucoup de documents, donc c'est complexe et on aurait sans doute beaucoup de choses. On ne pourrait pas avoir des choses comme des sources. Par contre, une espèce de liste d'influence, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, contrairement à n'importe quel autre modèle qui ne communique pas sur ces données d'entraînement. Merci Bastien, je pense que tu as mieux répondu à la question que moi. Oui, c'est vrai. Et il faut voir aussi que tous les checkpoints du modèle seront disponibles. Donc, je pense que ça peut servir aussi à des fins de recherche, de voir un peu l'influence des données sur l'apprentissage du modèle. Je pense que c'est vraiment des questions de recherche ouvertes. Tac, tac, tac. Ah oui, il y a une question de Facila sur quand j'ai mentionné que le code, les données de code amélioraient le raisonnement du modèle. Oui, alors il y a certains papiers qui ont montré un impact positif des données de code sur le raisonnement. Et c'est raisonnable de penser que oui, c'est un impact positif parce que souvent c'est des scripts faits d'instructions logiques. Après là, je n'ai pas la source sous le coude. Donc, je suis désolé, mais il faudrait une petite recherche, mais certains papiers ont montré que oui. Une question de Xiran. Est-ce que vous auriez des conseils sur comment générer des données synthétiques pour le fine-tuning avec ChatGPT? Oui, il y a plusieurs papiers qui ont fait des choses comme ça. Je pense notamment à Self-Instruct. Donc, dans le chat, je partage Jean-Pierre va partager les liens, mais Self-Instruct, c'est une méthode pour générer des données synthétiques à partir de ChatGPT, qui a permis de générer, par exemple, le jeu de données Alpaca, que j'ai utilisé, par exemple, dans la démonstration. Et donc, on peut imaginer, il y a aussi des jeux de données synthétiques qui ont été générés avec des Llama 3, par exemple, MacPy, et il y a plein de papiers sur ça. Donc, il y a deux ressources qui vont être dans le chat. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Marc Desfalco, est-ce que utiliser des données d'alignement issues d'autres modèles ne présente pas des risques de licence et de biais? Pour les licences, oui. Donc c'est des questions qu'on prend justement très au sérieux. Et donc justement sur là ce que je vous ai fait, on s'autorise à faire des démos de Lucie avec différentes données d'instruction qui soient même peut-être issues de ChatGPT, par exemple le fine-tuning très léger que j'ai fait d'Alpaca, là, avec les données d'Alpaca qui sont issues de ChatGPT. Donc c'est des choses, mais on travaille aussi sur des versions qui seraient avec moins de restrictions de licence. Et pour les biais, là où aussi, si on utilise des données synthétiques issues des générations de modèles, il y a évidemment un risque à propager les biais appris par les autres modèles. On peut peut-être atténuer ces risques en effectuant peut-être des filtrages supplémentaires sur les données générées. Souvent, quand on utilise des données générées par des modèles, il y a un gros effort qui est fait de post-traitement de ces données synthétiques pour être sûr que dans la phase d'instruction, on voit des données de très haute qualité. Donc, les biais, ça peut être aussi quelque chose qui est traité à ce moment-là, de s'assurer que les données qu'on a générées ne sont pas biaisées. Mais c'est des questions aussi très, très importantes et qu'on va essayer de traiter. Mathieu Siancon, avez-vous des idées de datasets de préférence humaine en tête pour la phase d'alignement de RLHF? Des données du type de ce qui est produit par Chatbot Arena sont-elles exploitables? Donc, ça rejoint un peu la question des licences et d'utiliser des données générées par d'autres modèles.
Donc, je répondrai la même chose avec précaution. Par contre, il y a des jeux de données de préférence humaine qui sont disponibles, oui. Par exemple, il y a l'initiative Open Assistant qui existe avec des humains qui ont créé des jeux de données instructions, réponses. Il y a aussi la possibilité. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que ces données-là, souvent, sont quand même très orientées sur l'anglais, plus que sur les autres langues. Par exemple, pour Open Assistant, si on prend le nombre de données françaises, on réduit vraiment la taille des datasets. Donc, c'est vraiment un véritable défi pour nous, surtout pour le côté multilingue. Et dernière question de Xinran. Quels sont les éléments qui font que Lucie est spécialisée en éducation? Est-ce que c'est lié au jeu de données FineWeb-Edu? FineWeb-Edu, c'est un jeu de données web qu'on a utilisé, qui a été fait par Hugging Face. Donc, c'est des jeux de données web basés sur Common Crawl avec des étapes de filtrage. Et oui, en effet, dans FineWeb-Edu, il y a une phase de filtrage qui essaie de garder les données qui sont les plus à même de répondre à des questions, qui sont les plus à même d'être des données éducationnelles, on va dire. Donc oui, ça peut aider, mais pour avoir un véritable modèle vraiment spécialisé en éducation, je ne pense pas que la phase de pré-entraînement répondra à cette question. Il faudra vraiment une phase de fine-tuning pour spécialiser le modèle vraiment sur cette tâche, donc avec des jeux de données comme Michel Marie a mentionné, issus de l'éducation nationale, des choses comme ça. Juste, ce qu'il faut préciser, c'est que FineWeb-Edu, en fait, c'est uniquement des contenus en anglais. Donc, globalement, j'avais fait un article d'ailleurs il y a quelques semaines en fait, sur LinkedIn en disant qu'il faut qu'on utilise la recette qui a été faite par Hugging Face en fait, sur le FineWeb, FineWeb.edu, et faire la même chose en fait en partant des contenus, des fameuses ressources éducatives libres, les contenus qui sont en fait dans ELEA et dans d'autres référentiels, dans la Forge des communs par exemple. Et donc effectivement de ça en fait en faire un training dataset dédié en fait éducation et de faire ce que je disais tout à l'heure effectivement de continuer l'entraînement du modèle. Voilà. Je crois qu'on a fini sur ta partie, Olivier. Bastien, ouais. Je crois que toi, je crois que tu as deux ou trois questions plutôt sur la partie éducation, il me semble. Ouais. Oui, moi j'avais un peu la question j'avais effacé son nom, Patrick Bocan. Avez-vous mis en parallèle une charte d'usage de l'IA générative? Alors non, et c'est effectivement pas dans nos intentions, parce que moi je pense que c'est une question d'interprétation, voilà, d'un outil. Notre objectif, c'est de donner un outil fonctionnel ouvert qui puisse justement susciter ce genre de discussion. Il n'y a pas de consensus, donc faire une charte, ça n'aurait pas trop de sens sur laquelle on devrait s'indexer. Est-ce que c'est un projet qui a une portée européenne, enfin clairement internationale? Donc c'est pareil, c'est délicat. L'idée, c'est de fournir un objet qui soit ouvert, qui permette justement d'être testé, d'être exploité de manière plus ouverte dans les solutions actuelles et peut-être d'aboutir à ce genre de choses. Mais c'est pas un objectif qu'on s'est donné. Celui qu'on s'est donné par contre, c'est d'être aussi plus ouvert dans la documentation, donc dans l'accès. Donc c'est quelque part usage, mais pas dans ce qu'on est censé pouvoir en faire, mais comment l'utiliser, comment le documenter, comment le partager, peut-être même comment l'entraîner. Donc il y a une partie de documentation scientifique, il y a une partie de transparence, une partie d'accès. Nous, ça fait 10 ans qu'on fait des ressources éducatives libres. Il y a plusieurs manières de faire. On peut très bien mettre une licence Creative Commons et faire un joli PDF enfermé dans un repository sur un compte avec mot de passe d'un enseignant ou complètement invisibilisé. Donc c'est aussi vraiment un des enjeux. Je vous remets dans le chat là un papier qu'on avait discuté justement dans nos discussions qui pose un peu des critères de ce que c'est que d'être vraiment open. Donc on vous a fait un peu on vous a expliqué la différence entre les poids et les données. Donc on veut pousser un peu les choses jusqu'au bout aussi, à se dire c'est non seulement faire quelque chose d'ouvert, mais qui est accessible et compréhensible derrière. Donc existe-t-il un projet similaire dans le cadre d'une IA analytique? J'en ai aucune idée, parce que je disais si Olivier ou quelqu'un a une idée. Donc un projet qui serait similaire mais sur un modèle
dit analytique, je sais pas. Nous, en tout cas, c'est pas, enfin, comme on l'a dit, c'est pas vraiment dans ce sens-là. S'il y a enfin, ça c'est pas fait pour traiter uniquement de la base de données ou explorer. Ça reste un LLM, ça génère du texte. Le but, on peut le faire dans un contexte, et c'est tout l'enjeu de pouvoir mettre en place une architecture RAG pour faire ça. Mais c'est pas exactement la même chose, et un équivalent qui serait sur ça, je sais pas, sauf si les collègues ont Voilà, une idée, mais ouais, la seule chose que je voulais dire à Freddy, là, merci pour la question. Donc, effectivement, moi, tout ce qui est. oui. Alors, déjà, bon, peut-être deux points. Un premier point, c'est qu'il faut. Tout n'est pas résolu, en fait, par l'IA générative. Et donc, analytique, moi, ça me fait plutôt, en fait, à une approche plus symbolique traditionnelle. Donc, déjà, voilà, il faudrait regarder plus en détail, en fait, ce qui voulait, ce qui était, en fait, derrière cette question-là, première chose. Et Je pense que deuxième c'est chose, pour l'analyse de données, de bases de données, et puis de pouvoir chercher justement des éléments, par exemple, dans un corpus, ou peut-être des choses qui sont utilisées en recherche, hein, mais c'est pas la même chose. Et ouais. effectivement, l'idée, c'est pas de tordre un modèle de langage pour faire ce genre Mais, de choses. mais, mais par contre, effectivement, dans les approches RAG, il y a quelque chose, en fait, je pense, qui va. Parce qu'on l'avait un petit peu enterré un peu vite, là, tout ce qui est web sémantique, les anthologies. Et donc, ça, pour le coup, en fait, il y a pas mal de papiers qui sortent actuellement. Et moi, je suis en train de me documenter pas mal là-dessus pour représenter à partir de domaines métiers, en fait, de faire une représentation, effectivement, sur une base, sur un knowledge graph, en fait, en faisant de la détection d'entités, les relations. Et ça, en fait, après, comment dire, d'utiliser ça dans un RAG. Et effectivement, les premières expérimentations que moi j'ai pu faire, vraiment, là, c'est vraiment des choses très petites et très simples. Mais franchement, d'utiliser le LLM pour prendre un domaine fonctionnel, un domaine métier, pour générer l'ontologie, en fait, on gagne beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, c'est vraiment un truc où les modèles, en fait, peuvent apporter une vraie plus-value. Et ensuite, donc les RAG, donc pour vous donner un peu la pipeline que j'ai utilisée, donc la base de données, en fait, c'est Neo4j. Donc ensuite, il y a dans l'écosystème, en fait, Llama Index, en fait, il y a à peu près tout pour faire un RAG basé, en fait, sur une base, en fait, donc de type graph. Et sincèrement, je trouve que là, il y a un vrai potentiel. Et donc, nous, en fait, c'est quelque chose qu'on va en fait travailler plus spécialement, puisque globalement, comme on veut faire un modèle compact avec peu de connaissances, bah, il va falloir en fait l'attacher en fait au référentiel métier de l'entreprise. Donc, on pense bien sûr aux bases documentaires en faisant du RAG classique, mais globalement, le fait de représenter des processus, le fait de connecter ça à des bases métiers où il y a de la connaissance sur un processus ou sur en fait un domaine très spécialisé. Je pense que là, en fait, les anthologies et le web sémantique peuvent vraiment être associés. Je vois qu'il y a une question sur les embeddings. Alors, c'est un sujet qui Attends, nous. tu veux que je finisse ma question? J'en ai juste deux, Pardon, et oui. après je te Pardon, excusez-moi, ouais, donc j'avais pas vu. Non, il Ouais. n'y a pas de souci. Qui était une autre question de Freddy Laporte. Donc, ce projet est vraiment ambitieux et porteur d'espoir pour l'IA en éducation. Merci. Mais est-il envisageable que cette solution arrive dans toutes les classes de France? Y aura-t-il possibilité de modeler facilement cette IA pour des usages spécifiques? L'éducation nationale est-elle prête à investir massivement? Alors, envisageable dans une solution dans toutes les classes. Donc après, c'est encore une fois, c'est toutes les classes et l'échelle est complexe. En gros, ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est ne serait-ce que c'est compliqué d'investir dans ces solutions parce qu'elles étaient ni souveraines, on n'avait pas le contrôle dessus et elles ne correspondaient pas à toutes les exigences qu'on est en droit d'avoir sur un déploiement d'outils pour des élèves et des enseignants. Donc là, le but, c'est déjà d'essayer de répondre à cette limite. Ensuite, reste la question des budgets. Effectivement, faut payer les tokens, il faut payer l'entraînement, des nouveaux entraînements. C'est une question de déploiement. Donc, il y a des manières d'y répondre, hein. Le local à très petit modèle, c'est une petite partie de réponse à ça, de pouvoir utiliser le matériel existant. Le fait de payer ou d'essayer de mettre en place un modèle qui soit peu consommateur parce que moins de données, parce que de petite taille, mais toujours performant, c'est des choses qui pourraient éventuellement être prises en compte. Dans AI40, le projet européen, c'est ce qu'on partageait avec les autres pays, hein,
l'Irlande avait fait le choix de passer directement par Microsoft et Azure parce qu'ils bossaient déjà avec eux et que ça leur posait pas de problème. Le Luxembourg a fait une plateforme pour payer plein de tokens pour permettre à chaque école d'ouvrir sa classe et de dire j'ai besoin de te rendre compte avec tant de tokens et qui était payé d'avance. Mais le Luxembourg, c'est l'équivalent d'une académie chez nous. Donc oui, après, c'est la pérennité de ça. Et donc non, il n'y aura pas d'investissement sans doute massif. Et le problème, voilà, c'est ces abonnements, c'est cette mise à dispo de choses qui fonctionnent. Donc il faudra trouver un moyen de faire. En tout cas, aujourd'hui, on répond aux exigences. C'était ça qui était important. Et à améliorer un petit peu le côté économique. Et il y aura des usages spécifiques pour les. Après, le but, voilà, c'est ça, le fine-tuning, l'utilisation de prompts, l'accompagnement pédagogique qu'on va faire. On peut déjà construire plein d'outils dédiés à l'éducation qui fonctionnent, et autant le faire avec ce modèle-là. Et la dernière question, c'était Marc Falco, pourquoi ne pas avoir intégré ces données d'éducation directement dans le pré-entraînement? Il me semble que tu parlais des BO quand on parlait justement des programmes académiques. C'est sans doute que le pré-entraînement, c'est vraiment, encore une fois, la phase où on met beaucoup de choses pour faire ce fond-là de connaissances. On a plutôt envie de garder ce genre de choses-là pour la dernière couche. Encore une fois, des choses sur lesquelles on peut s'accrocher. On a envie qu'ils nous ressortent les bons éléments du programme, qu'ils ne se trompent pas, qu'ils puissent nous donner des références, nous sortir les bons docs ou les bons articles justement du BO. Donc ça peut être pour une phase RAG, mais une phase de génération de contenu pédagogique qui correspondrait au programme scolaire, on a plutôt envie de le remettre en surcouche. Et encore une fois, un modèle, c'est fait pour générer des variations. Pourquoi il y a 900 000 modèles sur Hugging Face? C'est qu'on peut partir de cette base commune pour en faire des outils différents. Et c'est sans doute ce qu'on fera, et c'est le travail qu'on va faire avec les tech, c'est qu'ils ont des besoins spécifiques, et du coup, de pouvoir utiliser cette base ouverte et performante pour créer des variations sur mesure et qui répondent à leurs besoins. Ouais, je pense que, bon, de toute façon, il est 18h45. Je sais que nous, y compris nous, pour certains, on a quelques contraintes. Donc, je sais que ça va laisser un peu de frustration, mais je crois qu'on a quand même répondu à la plupart des questions. Et juste la dernière sur les embeddings, en fait, donc effectivement, donc pour Marc de Falco, pardon. Oui, on regarde aussi aujourd'hui éventuellement même à entraîner en fait un modèle d'embeddings particulier pour essayer d'améliorer aussi les performances des RAG. Voilà, mais ça, donc n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc là, vous avez en fait à l'écran le Discord. Donc il suffit de flasher le QR code et puis nous rejoindre. Donc ça, c'est simple, vous nous retrouverez. Bastien, il a un nickname en fait qui est un peu compliqué, mais vous le retrouverez quand même assez. On le dénoncera en fait pour que pour que vous puissiez prendre contact sur notre serveur Discord. N'hésitez pas à prendre contact avec nous et puis on vous tiendra forcément informé. Voilà. Merci Olivier, merci Bastien d'avoir vous êtes livré à l'exercice là de l'animation. Merci à vous toutes et tous en fait de nous avoir rejoints ce soir. C'est la première webinaire, donc on va voir. Vu le succès, je pense qu'on peut déjà se donner rendez-vous. À mon avis, peut-être tout début janvier pour refaire un nouveau point et vous tenir au courant. Et puis d'ici là, de toute façon, suivez nos actus et vous pourrez en fait, normalement, dès le mois de décembre, pouvoir tester par vous-même nos travaux. Voilà, merci. Et à Educatech aussi pour ceux qui seront là-bas. Et voilà, et effectivement, tu as raison, 13 et 14 novembre, c'est ça, 13-14 novembre. Donc on sera présent en fait à Educatech. Donc pour ceux qui seront présents, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On sera très heureux de vous rencontrer en real life, dans la vraie vie. Merci, bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.